Alors, bonjour tout le monde. On est à la conclusion, hein. Je pense que tout le monde est pas mal content. On approche des vacances. Alors, il nous reste, dans le fond, la fin du Haut Moyen Âge à voir ensemble, le développement du grand commerce. Qu'est-ce qui est important de retenir dans tout ça? Dans le fond, c'est que le commerce, hein, on l'a vu un petit peu, va se développer autour du château seigneurial. Euh, Tranquillement, pas vite, on va s'installer et plus le commerce va grandir, plus il va y avoir de monde, plus les villes vont grandir. Alors, plus tu as de gens qui passent à un endroit et qui vont venir acheter des produits, plus la ville va grandir. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a des grosses villes et des petites villes? C'est l'achalandage. Alors, plus il y a de monde, plus ils ont besoin de commerce, plus il y a de commerce, plus il y a de monde, plus il y a d'emplois disponibles, la ville grossit. Alors, en gros, c'est ça qu'il faut conclure de tout ça. Et comment on en vient à étendre le commerce? Bien, naturellement, la bourgeoisie marchande va s'apercevoir que plus tu diversifies tes produits, plus tu contrôles chacun des secteurs de la production à la vente, au transport de ta marchandise ou de tes marchandises, ben, plus tes bénéfices vont être grands, plus tu vas t'enrichir. Alors, c'est comme ça qu'ils vont en venir à faire du commerce, à acheter des navires, des bateaux pour aller chercher des produits exotiques, des produits étrangers rarissimes qui vont se vendre à prix d'or. On s'acheter des bateaux, des navires, engager des marins pour faire le commerce de la marchandise. Ils vont commencer à comprendre aussi que plus ils vont vendre des produits dans différentes villes, plus ils augmentent leurs bénéfices. Alors, ils vont organiser des caravanes pour la protection de leurs marchandises. On va en arriver à installer des changeurs dans les différentes villes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la même monnaie. Alors, on installe des changeurs et quand les commerçants débarquent, ben, ils arrivent avec leur monnaie et c'est pas compliqué, en or, en argent et en bronze, hein, ce qu'on appelait des métaux précieux. Et là, on pesait avec une pesée les devises et c'est comme ça qu'on établissait les premiers taux de change. Alors, c'est comme ça que ça a commencé tranquillement, pas vite. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a des différentes monnaies. Il y a des monnaies qui valent plus que d'autres. Ça dépend toujours de la richesse du pays et naturellement de ta production. Mais ça, c'est plus des sujets que vous allez voir là dans vos études en histoire au niveau collégial. En gros, tranquillement pas vite, on va voir apparaître les premières banques. Hein, les changeurs vont devenir des banquiers. Parce que là, les bourgeois marchands qui veulent grossir leur entreprise, qui veulent acheter des entrepôts, qui veulent acheter des charrettes, des bateaux, des équipements, des machines, ben, ils vont avoir besoin de liquidité et ils vont avoir besoin d'emprunter des sous. Alors, à partir du moment où les changeurs ont décidé de prêter des sous avec des intérêts, on va assister à la naissance des banques, des institutions financières. Je dis institutions financières parce que chez nous, on a le mouvement des jardins, les caisses populaires des jardins qui sont quand même une institution financière au même titre que les banques, mais bon, ils fonctionnent différemment. Encore là, ça va être, vous allez voir ça dans vos cours d'histoire là, dans les années futures, mais c'est pour ça que je mentionne institutions financières. Les banquiers, hein, c'est parce que les changeurs changeaient la monnaie, ils étaient assis sur un banc. C'est comme ça qu'il s'est développé le mot banque. Hein. C'est assez drôle quand même de voir ça. Et là, ça a donné accès à de la liquidité, à de l'argent. Et là, encore là, les commerçants vont pouvoir grossir de plus en plus. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on a encore besoin de ces institutions financières-là. Oui, ils sont là pour faire des sous, ils ne nous prêtent pas de l'argent gratuitement, mais ça nous permet d'avoir des maisons, ça nous permet d'avoir des motoneiges, ça nous permet de voyager, ça nous permet d'avoir des voitures, de s'acheter des bebelles, de meubler nos maisons, d'avoir des chalets. Alors, si on n'aurait pas les institutions financières, hein, on ne pourrait pas s'acheter une maison avec notre paye du vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les banques sont extrêmement importantes dans nos vies, même si elles nous coûtent cher parce qu'on paie beaucoup d'intérêts. Mais il s'agit de magasiner un petit peu son taux d'intérêt, puis il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec tout ça.
Donc, en gros, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Et naturellement, ils vont former des associations, les marchands, pour se protéger. Ils vont comprendre que s'ils mettent de l'argent en commun, ils vont pouvoir, par exemple, négocier des monopoles. C'est-à-dire, vous vous souvenez du régime seigneurial, la féodalité, là, ils vont aller voir des seigneurs, ils vont dire, hey, nous autres, si on serait les seuls, comment ça nous coûterait pour être les seuls à pouvoir vendre nos tissus, par exemple, ou nos vêtements chez vous, à tes paysans? Là, moyennant une somme d'argent, OK, on signe l'exclusivité du commerce. Vous savez, si vous avez l'exclusivité du commerce, par exemple, si un commerçant de Beaume-Stesseny serait le seul à avoir le droit de vendre des jeans, je peux-tu vous dire qu'il n'aurait pas été affecté par le COVID. Hein? Il serait même extrêmement riche. Alors, c'est comme ça, tranquillement, pas vite, qu'on forme des associations pour améliorer le commerce puis améliorer naturellement la productivité. En gros, les marchands vont devenir, certains marchands, hein, les plus visionnaires, les plus travaillants, ceux qui comptent le mieux, vont devenir extrêmement riches. Il y en a malheureusement qui vont faire faillite, qui vont quitter le domaine. Ça, c'est toujours comme ça dans n'importe quel métier ou profession. L'entrepreneuriat ne fait pas exception à tout ça. Et ils vont devenir tellement puissants par leur richesse qu'ils vont avoir leur propre police, vont négocier des ententes, ce qu'on appelle des chartes communales avec les seigneurs en disant, ils leur diront pas comme ça, mais tu n'as plus vraiment rapport, toi là, occupe-toi de tes paysans puis de tes terres, puis laisse-nous tranquille en ville, on fait du commerce, on paye des taxes, on se paye une police, on n'a plus besoin de toi pour nous défendre, etc. Donc, il y a des seigneurs qui vont comprendre assez vite puis qui vont signer la charte. Il y en a d'autres qui vont carrément envahir la ville avec leurs soldats. Il va y avoir des pillages. Ça va être une période assez catastrophique. Et c'est ce qui explique un petit peu aussi pourquoi les villes au Moyen Âge étaient entourées d'une palissade, d'un mur de protection, puis qu'il y avait un couvre-feu, puis que les portes étaient gardées. Parce que souvent, ils étaient pillés et attaqués soit par des seigneurs mécontents qui perdaient progressivement du pouvoir, ou encore carrément une gang de bandits là, qui venaient essayer de mettre la main sur leur richesse. Donc, ça a conduit à quoi, ce développement du grand commerce? Ça a conduit au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des patrons, des entrepreneurs, des travailleurs, des syndicats, et naturellement, des gens qui deviennent très, très riches avec leurs produits. Malheureusement, il y en a d'autres, puis on l'a vu souvent avec le COVID, hein? Tant que ton produit est populaire et que tu vends le maximum de produits, ça va très bien. Par contre, si tu perds tes clients, ça va plus que mal, tu peux tout perdre. Alors, en gros, ce développement du grand commerce au Moyen-Âge-là, ça va entraîner le monde qu'on le connaît aujourd'hui, oui, mais ça va entraîner aussi la disparition du régime seigneurial et du régime féodal, qui est une bonne chose en soi, et ça va ramener la démocratie, le pouvoir entre les mains du peuple, et naturellement, comme je vous le disais, le moins pire des systèmes politiques au monde, donc le meilleur. Alors, bonnes vacances tout le monde, à l'an prochain.